nous avons la joie et l'honneur de recevoir Marion Sigaud. Bonjour Marion. Bonjour Anne. Vous avez publié un petit livre noir, j'ai envie de dire. Petit livre noir. Vous avez choisi la couleur. Oui. Qui s'appelle « De l'amour et du crime, du sexe et des enfants ». Vous menez un combat depuis longtemps, puisque l'un de vos précédents livres est sur les droits sexuels des enfants. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de ce combat ? C'est en arrivant à la campagne au début des années 90, j'avais vécu à Paris les 20 précédentes années et mon rêve avait toujours été de vivre à la campagne. En arrivant à la campagne, le premier cercle d'amis que je me suis constitué m'a fait connaître la réalité d'une chose dont je ne connaissais même pas le terme, qui était la pédophilie. Je n'avais jamais entendu le mot avant. Alors comme j'étais quand même en mesure de le comprendre, je suis suffisamment lettré pour comprendre le mot, j'ai été intrigué au début. Effrayé quand même parce que ça semblait terrible et j'ai mu par je ne sais pas quoi, je ne saurais l'expliquer, mu par quelque chose qui vient probablement d'au-dessus, par le désir d'aller au bout d'une recherche. Je voulais savoir ce que c'était, d'où ça venait, quels étaient les tenants et les aboutissants. Et vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas qu'à la campagne, que dans les villes, c'est fréquent. Exactement. Je dis ça pour défendre les campagnes. Non seulement ça, mais moi ce que j'entendais dire, parce que j'ai une sœur qui est avocate et qui disait c'est bien connu que dans les campagnes, il y a des tas d'histoires d'inceste. Bon, alors ça veut dire que les abus sexuels sur les enfants, c'est le fait des campagnes et des familles. Bon, j'ai découvert autre chose. Oui, puis avec la vieille histoire à la Voltaire que les paysans sont des abrutis, sont des crétins, sont des arriérés. Ça, c'est une vieille, c'est une vieille idée. Et les gens des villes sont très supérieurs. Absolument, tout le monde le sait. Absolument. Donc en arrivant en Bourgogne, j'ai découvert cette réalité. Quelque temps, mais vraiment pas longtemps après que j'ai découvert ça, a éclaté l'affaire des disparus d'Auxerre, c'est-à-dire que derrière les affaires de sexe avec les enfants, il y a le sexe dans la violence, le sexe et la mort, le sexe et l'abomination. Et j'ai commencé, donc dès le début de mon arrivée à la campagne, j'ai commencé à enquêter, j'ai découvert ce que c'était que les réseaux de pédophilie internationale, et j'ai découvert en cherchant un auteur qui s'appelle Gabriel Matzneff, dont je n'avais jamais entendu parler avant parce que c'était vraiment pas mon genre de littérature. Et je me suis lancé dans la lecture de plusieurs de ses romans et de ses journaux et j'ai fait connaissance avec ce qui m'a absolument épouvanté, quoi. Épouvanté, j'ai été horrifié. D'une part de ce que ce monsieur écrivait, mais surtout, et c'est ça que j'ai voulu dénoncer dans ce texte, j'ai été horrifié de voir les complicités du monde médiatico-politique, précisément, plus spécialement de gauche à l'époque, parce que j'émergeais d'un milieu de gauche. Voilà, quand je suis arrivé à la campagne, j'ai tout laissé tomber, mais j'étais vraiment issu d'un milieu de gauche, et je me suis rendu compte que le milieu de gauche dans lequel j'avais évolué promouvait des pervers de la pire espèce, quoi. Ça a été un choc, ça a été une douche. Et ce texte, donc je l'ai fait, mais je l'ai fait pour moi à l'origine. Je l'ai fait pour moi, pour me mettre les idées au clair. C'est d'ailleurs à l'issue de ça que j'ai repris mes études d'histoire. C'est un texte ancien, donc que vous avez... C'est un texte ancien dont j'ai fait la première mouture en 1998. Dès le début de la toile, début des années 2000, je l'ai mis sur la toile et puis personne ne l'a lu. J'ai essayé de le refaire, je l'ai refait en 2011. Je l'ai présenté à Égalité et Réconciliation qui n'en a pas voulu. Et quand a éclaté à l'automne dernier l'affaire Vanessa Springora, j'ai été très interpellé de voir Gabriel Matzneff. Alors, dans la première version de ce livre, je ne le nomme absolument pas. Je n'ai absolument pas nommé. J'ai fait une explication de texte de ses livres et des soutiens dont il bénéficiait, sans jamais le nommer. Bon, maintenant, c'est plus la peine de se gêner. Je veux dire, d'autres l'ont fait avant moi. Mais à côté de cette affaire, il y a aussi les grandes affaires américaines avec les trafics d'enfants. Alors voilà, c'est autre chose. C'est-à-dire que la pédocriminalité de réseau qui a éclaté au grand jour avec l'arrestation et la prétendue mort de Jeffrey Epstein. Pour moi, il y a un mort quand il y a un cadavre. Ce qu'on nous a montré, c'était pas lui. Donc, je reste dubitatif sur l'issue de la chose. Mais il est de fait qu'en 2019, on a vu l'arrestation et la mise à jour de réseaux pédocriminels absolument abominables dans lesquels on fait coucher des gens importants avec des enfants, on les filme et puis après on les tient. Et c'est comme ça que marche le monde. Par contre, ce que je regarde, ce que je dénonce dans la littérature Gabriel Matzneff, c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire, ça n'est pas je te rapte, je te viole et je te tue, c'est
Je te séduis, je t'amène chez moi, je te convainc que tu es la plus belle, la plus extraordinaire. Et la seule dans ma vie. La seule dans ma vie, il y en a 15 Alors derrière. qu'elle n'est que celle du lundi, puisque Elle n'est que celle du le lundi. mardi, il y en a une autre, le mercredi. Du lundi après-midi, il y en aura une autre plus tard, etc. C'est-à-dire, j'ai découvert, en fait, les façons de faire d'un prédateur. C'est vraiment de la prédation. Il a des proies, c'est un prédateur, il drague, il chasse. Il chasse, d'ailleurs, il le dit lui-même, il chasse. Et j'ai voulu dénoncer d'une part, enfin non, c'est pas d'une part, j'ai voulu dénoncer la complicité du milieu intellectuel parisien avec ces horreurs. Et moi, j'ai réagi comme femme. Comme une mère, un peu aussi. Oui, puis comme une ancienne adolescente. Moi, j'ai des souvenirs d'adolescence qui sont au nombre des années anciens, mais dans ma tête absolument très frais. Et je vois ce que c'est que l'humiliation qu'un séducteur mal intentionné peut faire subir à une fille qui a voulu donner le meilleur d'elle-même et qui se retrouve un numéro sur une liste et qui se fait traiter comme un chien. Donc c'est à la fois le système de la prédation que j'ai voulu analyser et surtout le système de la complicité des milieux intellectuels et des milieux politiques. Et ça, c'est fou. Ça explose à toutes les pages. Les pétitions pour le soutenir. Les pétitions pour le soutenir, la lettre, à un moment donné, il dit « Je me suis rendu en Belgique avec comme viatique une lettre très amicale du garde des Sceaux. » Bon, je vous dis pas l'année parce que vous allez retrouver, mais bon, les gens n'ont qu'à faire leur recherche. Bon, voilà, Et il imprime, à mon avis, ce monsieur doit tenir beaucoup de gens comme ça. Il envoie des petits messages. Il envoyait des petits messages dans ses bouquins de façon de dire ne cherchez pas d'époux. Il pratique lui-même, bah oui. La méthode du chantage. La méthode du chantage. Tu as fait partie de mes copains, ne dis pas de mal de moi, ça peut tourner mal. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Alors, sa psychologie est très simple, il est fou de virginité. D'innocence. Il est fou de virginité et d'innocence. Oui, c'est ça, il est fou de virginité. Et le résultat pour lui le plus extraordinaire, c'était une oie blanche, elle n'y connaissait rien, elle était gourde, elle était mal dans sa peau et embarrassée d'elle-même. Et c'est devenu une experte dans l'impudeur. Mon Dieu, vous faites un dessin, les gamines, elles ont 12 ans, 13 ans, 14 ans. Alors, ce qu'il raconte à Tire-Larigot, c'est entre 15 et 22. Oui, mais enfin bon, et ce qu'il raconte pas à Tire-Larigot, mais suffisamment bien évoqué, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus jeune qui l'intéresse. Et alors, il y a une chose, il y a une constante quand même, et c'est pour ça que je suis intéressé à tout ce qui défend la famille, il y a une constante dans toute la prédation de Gabriel Matzneff, il s'attaque à des filles qui n'ont pas de père ou qui ont des pères défaillants. Soit pas de père, soit père au-dessous de tout. Alors, mère névrosée, ça va, c'est idéal. Si la mère est névrosée, c'est idéal. Si la mère est carrément absente, c'est encore mieux. Mais la plupart du temps, la mère, on la manipule. Je crois que on paye très très cher l'absence de père. Mais je pense que le système qui consiste à détruire la famille et à tirer sur le patriarcat, c'est un système pro-pédophile. Moi, je dis, vous permettez de le répéter, vive le patriarcat. Ouais. Avant d'être patriarcal, la société était matriarcale, c'est une horreur. C'est une horreur. Il n'y a de famille que s'il y a un père. Oui. Comme le père ne peut pas être biologiquement prouvé, il est socialement construit. Et une société patriarcale, c'est une société dans laquelle la famille peut exister, la famille dans laquelle la femme sera respectée et défendue et l'enfant sera protégé. Voilà. Mais il n'y a pas que dans le domaine de la pédophilie que l'absence du père est tragique. Absolument. Tout ce qui se passe dans nos banlieues, la plupart du temps, ce sont des familles où il n'y a pas de père. Absolument. Quand il y a un père, 4 femmes et 20 enfants, il n'y a pas de père. Le père ne s'occupe pas beaucoup. Il ne peut pas s'occuper de ses 20 enfants. Il travaille. Bon. Et puis, il y a tous les milieux où les femmes prennent leur indépendance. L'une des 4 femmes prend son indépendance. Et l'État, d'ailleurs, lui donne cette indépendance en lui donnant une allocation de femme seule. Alors qu'elle n'est pas tout à fait seule. Elle fait partie d'une tribu. Et les enfants qu'elle emmène se retrouvent sans autorité paternelle. Et s'il n'y a pas d'autorité paternelle,
Il n'y a pas d'autorité. S'il n'y a pas d'autorité paternelle, il n'y a pas d'autorité. Il y a divagation d'un enfant sur la voie publique et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Donc, c'est la chasse, c'est le terrain de chasse pour les pédophiles. L'absence de père, c'est le... Oui, mais encore une fois, c'est pas vous. Pour les esclavagistes, ce matin, pour les esclavagistes, mais c'est un problème qui touche tous les domaines de la société. Absolument. Sans père. Sans père, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, sans père, il n'y a pas d'autorité. Sans autorité, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de bien et de mal. Bon, allons-y, alors faisons. Je fais comme je veux. Je fais qu'est-ce que je veux. Hein, et puis on va vivre ensemble comme ça. On va vivre ensemble comme ça avec je fais qu'est-ce que je veux. Oh là là, quelle horreur. Alors, vous osez parler des limites à imposer. Ça, vraiment, Marion. Oui, j'aime bien les limites. Là, vous écrivez, cet écrivain est comme tout le monde. S'il rencontrait des limites, il les respecterait. S'il risquait la prison en se rendant dans le tiers-monde, il n'irait pas. Si ses écrits déclenchaient dans la presse des mises au point de ses victimes, il les ferait plus discrets. Parce qu'en fait, le drame et le scandale, c'est que il a écrit pendant 30 ans le récit de Seyfredane. Moi, j'avoue que il en a vécu. Il en a vécu. Il a vécu aussi de subventions du ministère de la Culture. Moi, j'ai arrêté de lire Maznev, dont le style est extrêmement prenant. C'est un écrivain. Il sait écrire. Il écrivait dans Les Nouvelles littéraires, qui est cette revue qui était magique quand j'avais 18 ans et qui a disparu. Et ces articles m'attiraient et j'en étais éprise. Mais quand j'ai vu, et j'ai très vite senti cela, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des antennes, quand j'ai vu le chemin qu'il prenait, je me suis arrêtée immédiatement et j'ai jamais voulu sauver la plume en me disant faut que je sauve l'homme parce que sa plume est belle. Enfin, tous ces raisonnements. Au service de quoi ? La plume au service de quoi ? La plume au service de quoi ? Vous avez la réponse. Je ne vais pas le dire parce que je veux rester bien élevé, mais ça se termine en nu. Vous nous montrez que Jean-Paul II a, lors de son voyage, a rappelé quelques règles. Mais oui, quand il est venu en France, il a parlé effectivement de la famille. Alors bon, il faut pas me demander des détails, mais effectivement, d'ailleurs, il a été présenté par des gens comme Matzneff et consorts, comme le grand réac. Ben oui, mais d'ailleurs, vous savez, on se laisse faire ou on réagit, à propos de réactionnaire. Vous êtes réactionnaire. Oui. Soit je me laisse faire, soit je réagis. Donc soyons réactionnaires. C'est vrai que Jean-Paul II, en son temps, a représenté pour ces gens-là le contre-exemple, l'empêcheur d'aimer en rond, vraiment, il représentait tout ce qui pouvait y avoir d'abominable. On aimerait bien y revenir à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui reste effectivement de la famille, des valeurs familiales, des valeurs... Il y avait une jeune fille qui avait fait publier dans un magazine une lettre, un courrier dans lequel elle parlait de moralité et de son désir de chasteté. Chasteté jusqu'au mariage, voilà. Une jeune catholique qui, à l'occasion de la... Vaste sujet qui a été abordé par notre amie Stéphanie Bignon chez Via Romana. Eh bien, elle a reçu, en travers de la figure, une réponse par un journaliste qui a répondu en écrivant une lettre sordide. Et il lui a conseillé de lire un certain nombre de titres, dont L'histoire de l'œil de Georges Bataille. C'est-à-dire que pour répondre à une jeune fille qui exprime son désir d'une sexualité liée à l'amour au couple, l'amour exclusif du couple et du mariage, ce journaliste l'a renvoyé à la lecture d'un livre dans lequel le sexe est lié à la mort, à la souffrance et à la merde. Permettez-moi l'expression. Oui, et tout ce que ce système a à répondre à la morale de l'amour dont rêvent les jeunes filles, puisque c'est à ces jeunes filles que ces gens s'adressent, c'est le sexe, ça n'est pas ce que vous croyez, le sexe c'est l'horreur, l'épouvante, la souffrance et l'abomination.
Voilà, c'est bien vu. Hein. C'est la généralisation de leurs petites obsessions. De leurs petites obsessions, de leurs pratiques abominables. Et de leurs pratiques, bien sûr. Cela dit, n'avez-vous pas l'impression qu'il y a eu un mouvement de fond déjà qui est parti des États-Unis, puisqu'il y a ce groupe Jamais avant le mariage, des groupes... Et qu'en France aussi, on voit de plus en plus de résistants à ce genre de... Ce que je crois avoir compris, mais je ne suis pas sociologue, donc je ne peux pas faire de généralité, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Ce que je crois avoir compris, c'est que l'obsession du sexe à l'école finit par dégoûter les jeunes. Oui, c'est ce qui est une bonne chose. Ce qui finit par dégoûter les jeunes qui ne veulent plus en avoir. Mais vous avez trop de propagande, tue la propagande. Trop de propagande, tue la propagande. L'obsession de la promotion, par exemple, de l'homosexualité, il y a des jeunes maintenant que ça exaspère, et ça va se retourner. Ça va se retourner. Moi, ma théorie, c'est tous les jeunes rêvent à l'amour. C'est pas ça qu'ils disent, non, mais est-ce qu'ils ont une instance pour le dire? Est-ce qu'ils ont un espace pour le dire? Est-ce qu'ils ont la liberté de le dire? Je ne pense pas. Maintenant, on va apprendre la masturbation aux enfants dès l'école primaire. Alors on dit Marion, elle le yoyote. Non, Marion ne yoyote pas. Il y a les textes. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui les promeut. Hein. On peut retrouver les références dans mon livre des droits sexuels. Donc, toute cette propagande pour salir le sexe, pour détruire l'amour et salir le sexe, je pense effectivement qu'il y a des jeunes maintenant, je vous dis, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas la statistique, qui en ont marre, qui en ont assez de se faire agresser comme ça. Et il y a des jeunes qui se font dispenser des cours d'éducation sexuelle. Et comme c'est obligatoire, ça va finir par faire du grabuge. Alors, c'est-à-dire que le ministère de l'Instruction publique n'est pas censé mettre cette matière au programme. C'est-à-dire que le ministère de l'Instruction publique est censé protéger la jeunesse contre la corruption. Là, c'est juste l'inverse. Maintenant, c'est le ministère qui promeut la corruption de la jeunesse. Oui, mais Marion, vous n'avez pas compris. La corruption, c'est les milieux tradis qui corrompent. Oui, bien sûr. Qui veulent empêcher les gens d'aimer. Alors, nous voulons empêcher les jeunes de s'aimer. C'est cela. Visiblement, c'est pas du tout votre intention. Ah non, pas vraiment. Vous n'avez pas de hier particulière. Vous mettez bien en scène dans ce livre de Vanessa Springora et une autre qui n'a pas pu publier son livre. Francesca G. Oui. Parce qu'il y a une autre femme. Absolument, et qui sont contemporaines, je crois. Et son livre n'a jamais été publié. Il n'a jamais été publié, et d'après ce que j'ai compris, il n'a jamais été publié, et elle a essayé de multiples fois, et on l'a promené pendant des années. Oui, c'est-à-dire que les méchants qui disent elle se réveille maintenant. Non, elle se réveille pas maintenant. Ça fait des années qu'elle s'est réveillée, et on ne l'a pas laissée. D'ailleurs, Vanessa Springora, que je ne connais pas, je suis désolé, il est probable que s'il n'y avait pas eu l'affaire Epstein, son livre ne serait pas sorti. Oui. Et c'est vraisemblable aussi. Oui, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup il a été lâché? Ah, mais c'est parce que je pense que le bien avance. Le bien avance. Voilà une bonne nouvelle. Je pense que le mal est en train de se découvrir dans toute son horreur et toute son abomination. Le mal, pour réussir, doit avancer caché. Et donc, montrer ce qu'il y a sous le tapis. Montrer ce qu'il y a sous le tapis, c'est en train de faire avancer ce que vous faites avec brio depuis des années. Et vous aussi, chère Anne. Et notre amie Stéphanie Vignon également. En vous lisant. Oui. Mais oui, je pense que c'est ça qui est en train de se passer, c'est que le mal a tellement avancé, enfin l'horreur, l'épouvante de ces trafics d'enfants, de trafics de femmes et d'enfants. Enfin, je veux dire, c'est le bout du bout de l'horreur. Maintenant, quand j'ai commencé à en parler il y a 30 ans, on me disait comme ça, non mais t'es pas bien là, tu te soignes. Maintenant, on me présente des excuses pour m'avoir traité comme ça. Donc, le mal est en train de se découvrir dans toute son horreur, et puis c'est là qu'il va perdre. Vous avez préfacé le livre de la biographie de Judith Reisman sur ce sinistre personnage qui s'appelait Kinsey, Alfred Kinsey, qui a été célébré pendant des années en Amérique et en France. Dans le monde entier, et qui était un immonde personnage. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça? Parce que je trouve que c'est une lecture qu'il faut avoir faite. Bon, il faut savoir que toute la politique sexuelle mondiale, c'est-à-dire tout ce qui touche au genre, à la promotion de l'homosexualité, à l'éducation sexuelle à l'école, etc. Tout ça, tout, suit les travaux d'un monsieur qui s'appelait Alfred Kinsey.
Donc, Alfred Kinsey sert de référence à l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'OMS, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Je promeut ça, absolument pas. Non, mais les conseils scientifiques de l'OMS sont parfaits. Et c'est absolument parfait. Tout ça, c'est tiré de Alfred Kinsey, qui était un imposteur, qui était un masochiste. Un détraqué Sexuel, qui a fait violer des dizaines et des dizaines d'enfants par des pédophiles et qui, relatant les observations que ces pédophiles racontaient de ce qui se passait chez les enfants, notait comme orgasme chaque fois qu'un enfant, fût-il un nourrisson ou un bambin, chaque fois qu'il poussait des hurlements, qu'il s'évanouissait et qu'il vomissait, il notait orgasme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le livre « La sexualité des hommes », publié au fin des années 40 ou début des années 50 par Alfred Kinsey, a été vendu dans le monde à des millions d'exemplaires et que personne n'a compris ce qui avait marqué sur cette page-là. Judith Reisman, qui est la personne merveilleuse que nous connaissons et qui est venue nous voir. Ouais. Judith Reisman a lu, elle a compris parce qu'elle a eu une petite fille qui a été victime elle-même d'abus sexuels et qui n'y a pas survécu, c'est-à-dire qu'elle s'est éteinte, elle a grandi et puis elle a perdu le goût à la vie, elle n'a pas survécu. Donc Judith Reisman, alertée dans ses sentiments de mère et dans sa révolte de femme de ce qui était en train de se passer, quand elle a lu Alfred Kinsey, elle a compris, elle a vu ce que personne ne voulait voir. C'est-à-dire que Kinsey était un pervers sexuel, qu'il a promu toute la perversion. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a raconté que il a fait des enquêtes au cours desquelles les hommes et les femmes qu'il interviewait faisaient état de leur pratique sexuelle. Et il en a conclu qu'un homme sur 10 pratiquait la sodomie, se faisait pratiquer la sodomie, c'est-à-dire était sodomite lui-même. Il est allé enquêter dans des bars gays. Et dans les prisons. Et dans les prisons. Alors, oui. Il est allé enquêter dans les prisons où il n'y avait franchement pas le choix. En plus, il a enquêté pendant la guerre, au cours de laquelle les hommes valides étaient au loin. Ouais. Ensuite, il est allé interviewer les femmes dont les hommes étaient au loin. Enfin, toute son étude est complètement truquée. Ça a été financé par Rockefeller. Enfin, Judith Reisman, qui a senti le vent du boulet. Hein, je veux dire, elle a été menacée. Elle a fait l'objet d'une détestation des différents lobbies. C'est extraordinaire. Là, elle est coiffée, elle est protégée en haut lieu. Judith Reisman, pour être encore de ce monde à passer 80 ans, je pense que oui. Elle a vraiment, elle en a bavé. Elle a eu, à un moment donné, elle a reçu le soutien du président Reagan et le soutien lui a été retiré. C'est-à-dire qu'il y avait des forces au-dessus du président qui ont réussi à retirer le soutien financier que le président Reagan lui avait accordé. Donc Judith Reisman est allée regarder ça et elle a dénoncé l'imposture Kinsey. Et toute la révolution sexuelle qui a démarré dans les années 60 et qui atteint son apogée maintenant avec les abominations de genre et tout ça c'est parti de Kinsey. Et voilà, et c'est Judith Reisman qui nous a mis le doigt dessus. Elle est merveilleuse. Elle a 2 livres qui ont été traduits en français. Hein. Il y a le Kinsey et le rapport et le livre sur le rapport Kinsey. Vos 2 derniers livres, Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille, aux éditions Sigeste, comme ce livre, De l'amour et du crime, du sexe et des enfants, toujours aux éditions Sigeste. Et puis, si vous n'avez pas encore le bonheur de connaître les livres de Marion, eh bien, il faut lire ses livres sur Voltaire, une imposture au service des puissants. Comment une très belle plume peut se mettre au service du pire. Hein. Du pire, absolument. Et il faut lire aussi le livre de défense de l'Église, La chasse aux sorcières et l'Inquisition. Ah oui, ça c'est beau. Ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ça. Et puis, ce qui est très important aussi, parce que ça permet de comprendre 1000 choses, La Marche rouge, les enfants perdus de l'hôpital général. Oui, ça c'est mon travail universitaire. C'est votre travail universitaire et en fait c'est aussi un peu ce qui vous a mis sur cette voie de défense des enfants, puisque dans cet hôpital général sous Louis XV, les enfants rentraient et ils n'en sortaient pas. Il n'y avait pas de mort qui en sortait, donc où passaient ces enfants? Et donc c'est une histoire bien tragique que vous nous racontez. Et ce qui montre que les réseaux pédocriminels ne datent pas d'aujourd'hui. Non, c'est un mal... Maintenant, alors, permettez que j'insiste là-dessus. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? C'est que ces choses-là, maintenant, on en parle.
À l'époque de Louis XV, les disparitions, j'ai relevé des milliers de noms d'enfants disparus sur quelques années, des milliers, rien que sur Paris. Rien que sur D'ailleurs, Paris. celui qui a voulu assassiner... Damien, oui. Damien, qui a voulu assassiner Louis XV. A été vraisemblablement au courant de bien des turpitudes. Sa fille avait disparu. Sa fille avait été enlevée. Sa fille a été enlevée par les archers. Oui, oui. Voilà. Mais écoutez, donc, merci. Je voudrais terminer mon idée. La différence entre ce qui se passait à l'époque de Louis XIV, Louis XV et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, personne n'en parlait. Personne n'en parlait. Et aujourd'hui, ça circule. Donc, ça veut dire que la résolution se dessine. Bravo. Nous verrons le bout du tunnel. Bravo pour ces combats, Marion Sigaud. Merci, Anne. Et à très vite. Vous avez un livre sur... Alors, mais il va falloir que j'arrête de faire des conférences il faut que j'écrive le livre que j'ai commencé il y a 10 ans sur le pain du peuple, parce que j'ai toute la matière. Maintenant, il faut que je rédige. Donc, il faudrait que je rentre dans mon trou et que je me consacre à l'écriture. Le pain du peuple. Bon. Comment on est passé de la société... il vous faut combien de temps? Pardon, je vous ai coupé. On est passé de... Comment la royauté a été renversée pour arriver au capitalisme le plus sauvage? On s'est attaqué au pain du peuple. On a fait du pain du peuple une marchandise comme une autre. Ce que ça n'était pas. Sous les rois, le pain du peuple était sacré. Absolument. Et le pain est devenu une marchandise. Puisque c'est une des causes de la Révolution. Absolument. Comme vous nous l'avez démontré. Absolument. Bon, alors on vous donne 1 an pour finir ce livre et après vous refaites des conférences. Et après je prends des coups, c'est ça? Non. Après c'est une grande paire de claques? Non, après vous refaites des conférences. Non, mais je pense que je ne vais pas écrire un livre, je voudrais écrire 3 fascicules. En fait, c'est une bonne idée, parce que 3 fascicules. C'est plus facile à porter dans le métro. Il y a 3 périodes. Il y a l'émergence du libéralisme économique, il y a les expériences diverses, le recul, le retour, etc. Puis après, il y a la catastrophe, c'est-à-dire la révolution qui va définitivement asseoir le système. Il faudrait expliquer ça, M. Mélenchon. Qu'est-ce qui a constitutionnalisé le capitalisme en France? La Révolution française, monseigneur. Il faudrait expliquer ça aux gens de gauche. Je vous remercie. En tout cas, je voudrais signaler la force d'impact que vous avez sur les jeunes. Parce que vrai, vous prenez tous ces faits historiques et vous savez en dessiner les contours et les causes et les conséquences. Et les jeunes vous sont extrêmement attachés et vous sont très reconnaissants. Ça m'émeut beaucoup. Et leurs parents aussi. Merci beaucoup, Marion. Merci, Anne. À très vite. Merci, TV Liberté. Amis de TV Liberté, à très vite.